Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour le journal du e-commerce. C'est un nouveau projet, et oui, c'est la toute nouvelle émission d'e-commerce Nation en partenariat avec Spring GDS. Alors pour cette première, nous vous proposons une émission thématique orientée vers la livraison internationale et la green logistique. Alors pour m'accompagner et pour en parler, j'ai Amel Kozevic qui est Sales Manager chez Spring, la solution de livraison à l'international qui, je l'ai dit avant, est notre partenaire. Bienvenue Amel. Bonjour. Alors on s'est déjà rencontré Amel, on se connaît un petit peu. Exactement. Voilà, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter en deux phrases. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Spring et qu'est-ce qu'un Sales Manager chez Spring? Alors, j'ai rejoint Spring en 2018. Donc, Spring, on est la filiale internationale de PostNL, donc opérateur postal. Et on opère sur la livraison des colis à l'international, domicile, point relais. Les retours, on travaille donc essentiellement avec des e-commerçants, toute vente en ligne. Et Sales Manager, c'est diriger une équipe de commercial terrain et aussi télévente, établir une stratégie commerciale, travailler en parallèle et main dans la main avec nos clients. Ok, bah écoute, on va profiter de toi pendant cette émission, voilà, pour ton expertise concernant notre thème, la livraison. C'est quelque chose qui te parle, ça? Bien sûr. Aucun problème. On voulait en parler puisqu'avec la crise sanitaire qui a touché le secteur ces dernières années, mais aussi la crise économique et écologique du moment, voilà, la livraison est un sujet central pour le e-commerce. Donc le thème et la question qui va avec, c'est quelles sont les meilleures pratiques pour satisfaire ses clients en ce qui concerne la livraison à l'international. Alors pour y répondre, on aura 4 thèmes ensemble, Amel. On va commencer avec l'actualité en chiffres. Ensuite, ça sera un visuel ECN avec des dates clés, voilà, sur l'e-commerce international, la tendance, la green logistique. Alors tu vas pouvoir nous donner une définition aussi de ce que c'est. Et on terminera par une rubrique questions-réponses. Voilà, je vais un peu te pousser dans tes retranchements. On va voir si tu as les réponses à ces questions-là. Et c'est parti. Mais ça, j'en doute pas. On va commencer avec cette première rubrique, avec l'actualité en chiffres. Le chiffre est le suivant. Voilà. Selon la FEVAD, en 2022, 80% des e-acheteurs se font livrer sans se déplacer à domicile. Et malgré cette forte dominance, 7 acheteurs en ligne sur 10 ont également utilisé le retrait de leurs colis dans un lieu tiers, que ce soit point relais, bureau de poste, consigne ou directement en magasin d'enseigne. Quel est ton point de vue, toi, justement, sur ces moyens de livraison et comment est-ce que la Covid-19 a bouleversé les habitudes des consommateurs? D'accord. Alors déjà, le rapport de la FEVAD qui est publié assez régulièrement, j'invite tout e-commerçant ou tout consommateur d'aller le lire. Il est très, très complet. Ça prend un peu de temps d'aller éplucher les informations. Mais ce chiffre que tu viens de me mentionner, il concerne le consommateur français. Parce que la Fédération des ventes à distance concerne donc la France. Alors que Spring, comme j'ai présenté, nous on fait du cross-boarding, donc à l'international. D'accord. Donc il faut savoir qu'il faut analyser les habitudes et les préférences de consommation au niveau local ou régional. D'accord. Par exemple, si on prend le cas de certains pays, on peut parler de régions. Donc, en France, on est la majorité livraison à domicile. Si on prend les pays du Nord, les pays scandinaves, ce qu'on appelle donc la Suède, le Danemark ou la Finlande. Norvège, par exemple. Exactement. En fait, ce sont déjà des typologies différentes et des infrastructures différentes. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un consommateur scandinave va préférer d'avoir une solution point relais. D'accord, d'aller chercher parce que être à domicile, c'est déjà difficile pour un transporteur de s'y rendre. Et en fait, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut s'adapter vraiment au niveau local. Alors que si on va sur d'autres régions, d'autres pays, par exemple pour les Pays-Bas, on est quand même sur un petit peu comme en France, une priorité, une préférence ou une appétence pour une livraison à domicile. Donc il faut regarder de manière globale et ensuite aller plus en détail. Mais de toute manière, un e-commerçant, pour qu'il réponde à la demande des consommateurs, avant et post-pandémie, il faut proposer plusieurs solutions de livraison. Donc, c'est à domicile, point relais, dans les lockers. Il y a de plus en plus de solutions qui se développent aussi. Le click and collect, on commande, on passe. Et on abordera dans d'autres rubriques. Mais aujourd'hui, là, vous avez des e-commerçants qui proposent, lorsque tu valides un panier, tu ajoutes un produit dans un panier, mais tu hésites ou tu passes à autre chose. Et si jamais tu passes devant une boutique, et en fait, grâce un peu au suivi et la collecte des data qui est là aujourd'hui, tu peux recevoir une notification de dire voilà, vous avez mis cet article dans le panier, mais vous ne l'avez pas acheté. Et vous venez juste de passer devant la boutique et l'article en plus il est disponible. Donc c'est un petit peu ça aussi l'avenir du e-commerce. Alors, la deuxième question, tu as plus ou moins répondu, mais le Covid a bouleversé des habitudes de consommation, clairement. Alors déjà, ça a accéléré clairement la digitalisation des entreprises. Ça allait accélérer de toute façon. Ça allait, mais là, ça a démultiplié. Exactement, parce qu'en termes d'entreprise ou consommateur, en fait, c'est un peu la force des crises, c'est qu'on n'a pas le choix. On doit s'adapter. En fait, du jour au lendemain, il y a eu le discours, on est confiné, et qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait rien, ou soit on met des solutions en place. Et que ce soit pour les entreprises, il fallait être innovant, il fallait sortir un peu de la zone de confort et trouver des solutions.
Donc ça, c'est côté entreprise, mais il y a les consommateurs, donc ceux qui achetaient déjà en ligne, ils achètent en plus, d'accord? Donc on va dire il y a quand même 60%, ce sont des chiffres aussi de la FEVAD, qui disent il y a de 60% des achats en plus, et les paniers moyens, eux, ils ont été augmentés de 10 à 30%, d'accord? Donc ça, c'est déjà énorme pour des cibles, des consommateurs qui achetaient. Maintenant, on a capté, le secteur a capté toute une segmentation de population qui n'achetaient pas en ligne ou de manière très aléatoire. Donc aujourd'hui, ça s'est très développé, et ces personnes qui ont acheté, en fait, une bonne expérience, vont renouveler, sont convertis, tout à fait. Donc en fait, on peut le voir que de plus en plus. Ou alors acheter, réserver, aller le récupérer, mais clairement, il y a eu un avant et un après. Ok. On va passer maintenant au visuel. Voilà, le visuel ECN. Alors, il concerne les dates clés du e-commerce international. Il est important pour les e-commerçants de rester attentifs aux opportunités à l'international, et nous allons voir plusieurs infographies justement à ce sujet-là. Elles ont été réalisées donc par Spring en partenariat avec e-commerce Nation, et elles permettent de voir clairement les périodes de consommation fortes de l'année qui caractérisent les marchés internationaux en plein essor, et tout particulièrement on va voir l'Amérique latine, l'Asie et l'Australie. C'est vrai que c'est important, voilà, de connaître le calendrier de chaque j'ai envie de dire peut-être chaque pays, mais chaque culture, parce que c'est pas au même moment qu'on a des pics de consommation. Exact. Donc en fait, d'un pays à un autre, alors ici on peut parler de l'Amérique latine, notamment certaines fêtes, si on parle du Brésil, où ce sont des pays qui ont une forte, le revenu et l'accès de plus en plus vers les achats en ligne, d'accord. Et c'est vrai qu'il faut suivre ce calendrier. Donc déjà, comment on fait? C'est important de connaître le marché. Donc forcément, il y a des études de marché qui sont faites, certains sont réalisés, il faut se mettre à jour. Au niveau de l'entreprise, et d'ailleurs on co-rédige ensemble des livres blancs, donc on partage assez régulièrement avec e-commerce Nation. Et donc en fait, c'est grâce à ces études de marché qu'on va voir quelles sont les attentes des consommateurs. Donc d'un pays à un autre, on ne peut pas juste transposer ce qui se fait en France, va se faire aux Pays-Bas. Par exemple, en France, on est très attentif à la fin de l'année pour Noël, alors qu'aux Pays-Bas, il y a la fête de Sinterklaas qui est juste le 6 décembre, et c'est très important. Donc si vous voulez vendre par exemple aux Pays-Bas, et si vous ne faites pas de promotion, ou si vous ne faites pas d'action sur cette période-là, oui, on peut pas se contenter de faire un calendrier annuel. Exactement. On est obligé de s'adapter effectivement à chaque pays, à chaque coutume ou religion ou autre. Voilà. Il y a ça, et puis après, aujourd'hui, en Australie, c'est pas la même météo qu'on va avoir en Europe. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Donc en fait, si vous êtes dans le prêt-à-porter, quelle collection vous mettez en place? Est-ce que on peut le voir aujourd'hui en France, l'impact sur l'écologie, mais il faut être attentif sur ce calendrier, donc déjà localement. D'accord, et puis le mettre en place. Mais ça, on a cette expertise parce qu'il y a des études qui sont déjà en place. On a des product uniquement managers, mais par zone, qui vont faire des études, qui vont dire voilà, il y a des nouvelles tendances parce qu'il peut y avoir des changements aussi. Donc vous accompagnez les e-commerçants là-dessus en fait. On a un rôle de consultant. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Vous leur dites attention, il faudra faire ça, si vous voulez vous développer dans tel pays, etc. Il y a ce rôle de consultant à plusieurs niveaux. C'est par exemple là, si on rentre en pic d'activité. Alors, le e-commerçant qui vend déjà, il sait, mais on va dire attention, est-ce qu'il faut prévoir un prévisionnel de vente? Est-ce qu'il faut faire plus de ramasse? Est-ce que vous travaillez plus de jours? Quelles sont les choses à mettre en place? Parce que si il n'y a pas de prévisionnel, on risque de se louper un petit peu. Mais on a ce rôle de consultant, que ce soit sur les options de livraison. On dit attention, ici, c'est plus le domicile, il y a une appétence pour le domicile, le point relais, le lockers, mais aussi sur les options de paiement. Encore une fois, ce n'est pas notre expertise, mais on va conseiller. Dire attendez, si vous lancez sur ce marché-là, si vous n'avez pas cette solution de paiement, alors les basiques, on a du paiement à carte bleue, PayPal, mais par exemple aux Pays-Bas, si vous n'avez pas le iDeal, qui est le moyen de paiement majeur, en fait, vous allez avoir un abonnement de panier. Donc, ce sont en fait toutes ces choses-là qui font qu'on a ce rôle de consultant pour accompagner au maximum. Après, il y a des tendances qui vont se dégager un petit peu. C'est un peu suivi par, on va dire, des marketplaces comme Zalando, où genre, faut commander, tu achètes un produit, tu le testes et tu le payes après. D'accord. Okay. Donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais ça nécessite aussi d'avoir une trésorerie pour mettre cette solution en place. En tout cas, nous allons continuer. Alors nous sommes en live, si vous voulez réagir en bas, mettez vos commentaires avec grand plaisir. Dites-nous vos expériences justement, si vous êtes e-commerçant, comment vous vous êtes développé, en tout cas si vous êtes à l'international ou autre. N'hésitez pas à commenter, on pourra en reparler après. On va continuer, Amel, avec la tendance, c'est la green logistique. Alors, c'est un mot, un mot fort. Nous parlons beaucoup en ce moment de green logistique, mais c'est aussi un sujet d'actualité chez Spring. Est-ce que tu peux nous le décrire? Qu'est-ce que la green logistique et qu'est-ce que ça donne chez Spring?
Alors, première chose qu'il faut éviter, c'est le greenwashing. Parce qu'on s'est tous un peu emparés du mot, mais pas du sens. Et je vais découler des projets qu'on met en place. Mais il faut savoir que lorsque vous travaillez aujourd'hui sur des projets, parce qu'aujourd'hui on va travailler déjà sur la compensation du CO2, donc l'ensemble de nos expéditions sont neutralisées en CO2, mais c'est surtout de présenter sur quel projet on va travailler, qui sont certifiés et vérifiés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un marché parallèle, c'est triste à dire, qui se crée. C'est que vous allez travailler avec une entreprise, dire écoutez, je pollue tant, parce qu'on pollue. Voici le taux de CO2 en tonnes, le tonnage que je pollue. On échange ça contre des crédits pour investir sur des projets, d'accord ? Et des fois, vous allez sur place, en fait, il n'y a pas... Il ne se passe rien. Okay. Il ne se passe rien, donc ça existe, hein, c'est quelque chose de connu. Donc c'est déjà important lorsqu'on parle de la green logistique. Ok, c'est bien d'avoir des certifications et on le propose à l'ensemble de nos clients, mais de savoir en fait quel est le projet derrière, est-ce qu'il est certifié, est-ce qu'il est vérifié et qu'est-ce qu'il y a concrètement. Mais aujourd'hui, bien sûr que c'est un sujet d'actualité parce qu'on est tous concernés. C'est pas, si tu penses un petit peu à cette année qu'on a eue en 2022, bien sûr. Tu prends cet été, tu prends un peu l'automne, des pics de chaleur jamais enregistrés en France, de la sécheresse. On a vu aussi des inondations, mais pas juste en France, en Europe, on a vu des feux de forêt. Il y a un impact. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas juste quelque chose de bien d'avoir. En fait, on est dedans. Ouais, on est concerné. Et même, je dirais même la génération Z, aujourd'hui, on pourrait dire ils sont très jeunes, mais pas du tout. Ils ont même davantage de sensibilité. J'ai l'impression, ouais. Et de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'ils vont acheter un article en ligne, c'est de voir quelle est un peu l'origine, est-ce qu'il y a un peu une traçabilité. Même aujourd'hui, il y a des études qui le prouvent qu'on est prêt à attendre quelques jours en plus. Mais si la livraison, elle se fait de manière, on va dire, plus durable, avec les moyens de bord. Donc il y a ces choses qu'on met en place, mais et puis il y a une prise de conscience, même nous, en tant que prestataire et de transporteur, on se rend compte qu'en fait, est-ce qu'il y a toujours un besoin d'aller plus vite ? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur des marketplaces, pour pas forcément les nommer, mais que ce soit française ou internationale, lorsqu'on valide un panier aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nécessité d'être livré dans la soirée, le lendemain même ? Est-ce que tout est urgent ? Est-ce que tout est aussi important ? Je te dis ça, mais il y a quelques années, pour promouvoir aussi l'entreprise et même pour accompagner les e-commerçants un peu pour tout ce qui est la période de Black Friday, Cyber Monday, alors on disait, écoutez, on vous offre les frais de transport. Sur un grand volume, ça se chiffrait rapidement pour qu'il y ait de plus de ventes. Mais avec un peu de recul, on s'est dit, est-ce que c'est quelque chose de durable ? Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne pratique à mettre en place ? Donc voilà, on se pose aussi des questions. Mais bien sûr on en parlera un petit peu plus tard aussi, quels sont les différents projets en interne qu'on dit au-delà de l'actualité. Alors, il y a un article qui est réalisé par ECN pour SupplyWeb, qui a pour titre mettre en place une chaîne de logistique verte. L'exemple de SupplyWeb, on y parle de production, de localisation, d'entreposage, de transport, mais aussi de l'emballage et du recyclage. En bref, tous les éléments à travailler pour proposer une logistique verte. Voilà, une infographie qui est présente pour synthétiser toutes les bonnes pratiques. Vous allez retrouver ça, vous allez voir affiché et vous pouvez le retrouver sur le site d'ECN. On va déjà passer aux questions-réponses. Oui. Ça passe vite, hein, vite. C'est un peu le... Alors, c'est pas des questions pour piéger, c'est évidemment des questions pour informer. Mais voilà, on va en apprendre un peu plus sur Spring, notamment. On va commencer avec la première question. Nous voyons de plus en plus de consommateurs être sensibles à la livraison du dernier kilomètre. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Quel est ton avis sur le sujet et que mettez-vous en place concrètement chez Spring pour y répondre ? On va déjà reprendre un peu le slogan de l'entreprise qui est en anglais, mais en français c'est « nous écoutons, nous inspirons et nous livrons ». Donc il faut déjà être à l'écoute des tendances, de ce qui se passe sur les marchés, mais qui concerne le dernier kilomètre. Mais donc en fait on développe des solutions qui répondent à la demande aussi des clients selon les zones. On s'inspire aussi de ce que fait PostNL. Donc, comme tu l'as présenté, donc Spring, c'est la filiale internationale de la Poste néerlandaise. L'objectif de PostNL en 2030, c'est d'être zéro émission pour la livraison, que ce soit du pli ou du colis, sur tout le territoire du Benelux. D'accord ? C'est un objectif. C'est un gros objectif. C'est un gros objectif, mais on met les moyens et en fait, ils se sont pris depuis plusieurs années, donc on n'attend pas la dernière minute pour le faire. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration de ce qui est mis en place. Côté Spring, on travaille déjà sur des compensations, d'accord ? Donc en fait, compenser du premier kilomètre jusqu'au dernier kilomètre. Les émissions de CO2, j'ai mentionné de communiquer un certificat et de ne pas le facturer, parce qu'il y a des prestataires qui vont facturer, de dire voilà, ce transport il est écologique, mais il faut rajouter. Alors ça a un coût, mais on préfère l'absorber et l'accompagner. Mais on peut avoir toujours un rôle de conseiller.
on a nos limites. Donc aujourd'hui, on parle de compensation, c'est bien, mais il faut réduire. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions à mettre en place. On peut parler du conditionnement des marchandises. On se rend compte souvent que les colis en transport de l'air, les prix des matières premières, il a juste augmenté, plus de 50% à tous les niveaux aujourd'hui. Donc en fait, le carton, si tu n'utilises pas un colis de cette taille-là pour le mettre dans un carton plus grand, donc tu dépenses plus dans l'emballage, donc matières premières, le coût de transport va te coûter plus cher et ce n'est pas non plus écologique. Donc il y a un effort à faire là-dessus. Il y a un effort à faire, mais c'est tout un état d'esprit qui n'est pas évident aujourd'hui parce qu'on est souvent un petit peu en réactivité, mais il faut se projeter, il faut aborder un peu le problème de plus loin, au-delà du question budget, parce qu'on est confronté aussi à la question de budget. Donc chaque e-commerçant qui se lance aujourd'hui doit voir l'argent qu'il va mettre sur la table, que ce soit pour le conditionnement, sur la partie de transport et tout ça. Donc on a ce rôle de conseiller aussi, de dire voilà, écoutez, là on voit qu'il y a du vide, et puis même ça peut même... si vous voulez baisser améliorer la qualité, parce que s'il y a de l'air, lorsque tu mets des colis les uns sur les autres et tout, qu'est-ce qui risque de passer? Il risque d'être endommagé. Oui, bien sûr. Donc en plus, le consommateur ne sera pas satisfait. Oui, il y a un vrai effort à faire de ce côté-là. Alors la deuxième question, tu as commencé à l'évoquer, j'allais dire la livraison est plus que jamais au centre du débat écologique, on a déjà parlé tout à l'heure. Tu parlais de compensation. Alors comment faire pour compenser les émissions en CO2? Voilà. Alors, Objectif 2030, ok. Et comment faire? Alors, compensation, aujourd'hui, c'est de mettre en place. On va parler de ce que fait PostNL, donc l'objectif 2030, et on va parler de ce que fait Spring. PostNL, comme il opère sur le territoire en propre, donc que ce soit les centres de tri, tu as la main mise à savoir est-ce que tu vas mettre des panneaux solaires pour récupérer de l'énergie, est-ce que tu vas investir dans des centres de tri où il y a davantage de lumière naturelle qui rentre. On ne parle pas uniquement de mettre une flotte électrique, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le prix de l'électricité, il augmente. Donc, la flotte électrique, elle doit être alimentée aussi par les énergies fossiles. Donc, on met en place à plusieurs niveaux. Ça peut être aussi dans les bureaux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'électricité, comme il y a le télétravail, donc il y a un état d'esprit global. Ça, c'est une première chose. Mais en tant que Spring, aujourd'hui, on parle vraiment de compensation parce qu'on le fait à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, on travaille nous, on livre à plus de 190 destinations à l'international. Et on travaille avec à peu près 230 partenaires logistiques. Ça veut dire que ce sont des accords à mettre en place. C'est-à-dire que si moi je fais quelque chose à mon niveau au départ de la France, imagine mon partenaire en Italie, est-ce qu'il va l'accepter? Donc ce sont des compromis, mais aujourd'hui, on investit sur des projets durables, de haute qualité, qui sont certifiés et vérifiés. Et ça, on présente toujours en détail dans notre rapport et le certificat qu'on transmet à nos clients. Donc ça, c'est la première partie. On peut parler de recyclage, on va dire de bannir le plastique, parce qu'il y a des études, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, le plastique, le taux de recyclage, il est moins de 10%. T'imagines? Moins de 10%. Donc par exemple, c'est pour ça que l'Allemagne, cette année, ils l'ont interdit depuis 2 ans, mais il y a eu un délai de tolérance. Donc aujourd'hui, que ce soit du B2B ou B2C, si tu présentes du plastique dans le produit que tu es en train d'expédier, c'est interdit. D'accord, ok. Donc voilà, il y a des gouvernements qui mettent des choses en place, mais en tant que transporteur, on accompagne aussi. Donc on a fait un petit rappel aussi à nos clients. Après, il y a d'autres choses, d'autres projets. Il y a un projet qui a vraiment démarré cette année, ce qu'on appelle le projet zéro. Alors c'est une tendance, c'est un objectif zéro, c'est compliqué d'y parvenir. Mais nous qui sommes dans le transport, donc toi, imagine que tu es un consommateur, tu achètes en ligne, tu vois ton colis arriver. Mais tu imagines bien que ce colis, il a été mutualisé dans des camions, sur des palettes et tout. Les prix, donc si tu prends le prix du bois qui a augmenté, le film plastique qui est aussi, comme je t'ai dit, très faible, qui n'est pas du tout recyclé, avec 5-10%, c'est très faible. Et en plus, c'est coûteux. En plus, recycler du plastique, c'est très coûteux. Donc en fait, on va mettre en place des projets, par exemple, lorsqu'on va charger nos camions, de favoriser de le charger en vrac. Donc en fait, au lieu de le mettre tout en palette, dans un camion, tu peux mettre 33 palettes, on va charger en vrac. Donc déjà, tu augmentes la capacité de chargement de ton camion, d'accord? Alors ça nécessite un peu de ressources pour le charger, mais on investit aussi. C'est-à-dire que des machines dans le centre de tri ou les chargeurs, tu vas avoir un tapis pour visualiser un petit peu, un tapis qui rentre dans le camion, et lorsque tu vas décharger les sacs, et ben, tu le poses sur le tapis roulant, ça évite de faire des allers-retours et de mobiliser toute l'énergie. Donc en fait, ce sont plein de petits projets comme ça qu'on met en place, mais l'objectif c'est zéro, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on s'est fixé un objectif. Ensuite, quel serait ton conseil pour un e-commerçant qui, pour l'instant, est essentiellement en France, s'il veut se lancer donc à l'international? Quel marché cibler? Comment les connaître, etc. Il y a un business model qui a été établi. Si l'entreprise s'est lancée sur le marché national,
il faut faire la même chose. Il faut faire des études de marché à l'étranger et voir surtout est-ce qu'il y a un intérêt. Aujourd'hui, est-ce qu'on le propose en France? Est-ce qu'il y a un intérêt de le proposer dans d'autres pays? Non, le conseil que je pourrais vraiment donner, il est très simple, c'est toute entreprise qui fait déjà de la France, aller sur une marketplace. Une marketplace, c'est une vitrine par excellence à l'international. Il y en a plusieurs, françaises ou étrangères. Et en fait, ça te donne vraiment accès au monde entier. Enfin, je ne sais pas, imagine tu as 10, 15, 30, peu importe le nombre de références. Ça permet d'identifier quels sont les best-sellers, enfin, qu'est-ce qui se vend le plus, quelles sont les destinations, quels sont les... alors ça peut être des expatriés français qui se trouvent dans certains pays qui aiment bien le produit. C'est mieux connaître tes clients, tout simplement. Exactement. Et donc c'est une première étape. Et ensuite avoir je dirais un prestataire qui couvre l'ensemble des destinations comme Spring Comme Spring qui existe. Voilà. Non mais il faut proposer une solution de livraison parce qu'en fait on fait partie du réseau postal. Alors allez, on va dire 90 à 95% des colis sont livrés par un facteur, mais on a aussi des réseaux partenaires privés et commerciaux. Mais aujourd'hui avoir accès du réseau postal, c'est-à-dire qu'on a une couverture. C'est-à-dire que quel que soit le code postal, les zones éloignées, on peut livrer un colis partout. Donc je dirais vraiment, aller sur la marketplace, tester les différentes marketplaces et voir qu'est-ce qui marche, accompagné aussi d'un transporteur qui peut, grâce à des prix abordables et d'aller livrer, et aussi avec des bons KPIs, parce qu'avoir un prix le moins cher, ça ne résout pas tout, parce que si le colis n'est pas livré, c'est pas la peine. Mais je dirais vraiment, aller sur les marketplaces, c'est ce qui marche très très bien. Ok. On va conclure sur cette dernière question, qui est une question un peu de conclusion et de rappel de tout ce que l'on a dit pendant l'émission. Si vous avez loupé, c'est le moment d'écouter. En tout cas, avec, pour toi, quels sont les challenges auxquels les e-commerçants devront se confronter à l'avenir? On a parlé d'écologie, on a parlé de tout ça, mais voilà, ta vision là-dessus. Ah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de challenges. Essaye de synthétiser en tout cas. Alors, je veux dire, aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de vente en ligne, mais s'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est l'omnicanal. D'accord ? Donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises qui ont démarré par des ventes physiques dans les boutiques et qui ont ouvert ensuite un e-shop et qui se sont dit « Ah, ça marche bien ». Mais tu as aussi l'effet inverse des entreprises qui font essentiellement de la vente en ligne et qui ont créé un store par-ci ou par-là pour donner un peu de visibilité ou promouvoir un peu une expérience client vraiment à 360. Mais il y a beaucoup de tendances. On peut parler des réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu peux acheter, consommer. Enfin, il faut être présent. Et j'ai parlé aussi des marketplaces. Donc, vraiment avoir un peu cette vision omnicanal. Ça, c'est la première chose. Forcément, celle qui nous concerne, on va dire expédition et logistique. C'est aujourd'hui, on l'a vu pendant la pandémie, que la supply chain, elle est fragile. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, ça ne suit pas. Et il y a un gros impact. Et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus qu'il faut proposer une multitude de services. Donc nous, on parle du dernier kilomètre, mais aussi pour accompagner des clients. Par exemple, aujourd'hui, on propose aussi, on parle de 3 PL, 4 PL. L'avenir, c'est aussi 5 PL. Tu vois. Et par exemple, aujourd'hui, dans le cadre d'un client, on propose grâce à ce client à d'autres clients aussi en Allemagne, on fait du picking, tout ce qui est un peu fulfillment, de préparation de commandes, expédier, contrôle un peu de gestion de stock. Donc en fait, ça va s'élargir. Il faut avoir une multitude d'options et de solutions à ce niveau-là. Donc ça, c'est un des challenges. On n'aborde pas souvent, c'est la sécurité. Lorsque tu es sur Internet, on peut parler des RGPD et tout, mais la sécurité des données, lorsque tu achètes en ligne, ça veut dire que tu communiques tes données, solutions de paiement, mais tu communiques aussi tes informations à toi, l'adresse de livraison, l'adresse de facturation qui est généralement la tienne. Et il faut investir beaucoup sur la sécurité. Parce que on va y venir sur les solutions de paiement qui sont importantes, mais la sécurité, protection des data, est très, très importante. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu vas sur un site internet et que tu ne te rends pas compte qu'il est assez pour toi, assez sécurisé, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y a un abandon de panier? Bien sûr, évidemment. Si tu as un doute, tu ne vas pas, ça c'est sûr. Donc, mais ça serait dommage de ne pas investir sur la sécurité et pourtant tu as le bon produit et tout ce qui suit. Tu parlais des paiements. Ouais. Les paiements, c'est très important. On peut dire qu'il y a une démocratie de la carte bleue, tout le monde la possède, mais selon certaines destinations, on l'a vu comme Ideal, tu dois proposer le paiement vraiment adapté. Et puis il y a des méthodes de paiement qu'on oublie. On ne parle pas trop de la crypto-monnaie parce que voilà, ça fluctue et tout, mais peut-être dans certaines destinations, il faut le proposer. Proposer des solutions par PayPal. Ensuite, comme je t'ai dit, parler de j'achète aujourd'hui,
mais je le paye 14 jours plus tard. Ça me laisse le temps de tester le produit. C'est un peu ce que fait Zalando, mais d'autres e-commerçants qui suivent la tendance. Tu as d'autres marques à me citer pour pas ne citer que Zalando? Oui, par exemple La Redoute, Voilà. qui est une marque en propre, mais aussi une marketplace. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se transforment aussi en marketplace, qui vont proposer ça. D'accord. Donc, c'est pas juste proposer paiement 3 fois, 4 fois ou 10 fois, mais ce sont c'est un peu l'avenir. Okay. Donc, il y a ça. Forcément, on parle du RSE, et vraiment, je terminerai là-dessus parce que c'est très important d'avoir des solutions de tout ce qui est durable, pas seulement la livraison, parce qu'on parlait de la green logistique, mais aussi des produits. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et de sensibilité lorsque tu achètes quelque chose, de dire, OK, où est-ce que c'est fabriqué, de quelle matière, est-ce que je l'achète pour le jeter 3 semaines plus tard? Et en parallèle, je pense qu'on n'a pas trop parlé dans cette émission-là, c'est le marché d'occasion, le marché de deuxième vie, troisième vie. Voilà, tu vois, par exemple, on peut en parler. Je sais que je parle beaucoup de marketplace, back market. Ça marche très très fort. Vinted, par exemple. Back market qui est devenue la licorne française la plus comment dire, valorisée. La plus valorisée. Ouais. Tu vois. Et c'est quelque chose. Il y en a d'autres. On peut parler des vestiaires collectives parce que c'est de la mode de luxe, mais qui redonne une deuxième vie. Et on peut en parler dans l'électroménager. Ça, il y en a déjà eu pour pas citer forcément des marques, mais c'est quelque chose qui marche de plus en plus et vers lequel on va tendre davantage. Donc il y a aussi, pour ceux qui veulent se lancer un petit peu... Proposer une deuxième main proposer, mais tout à fait. C'est possible, en tout cas. Ce qui est possible, oui, c'est sûr. Si tu veux proposer des vêtements qui sont déjà usés... Ça existe aussi, mais c'est pas évident. Ça existe, mais tu dois mettre un filtre dans quel état se trouve la marchandise. Mais on va dire, quel que soit le secteur, et parce que c'est des vraies questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a la nécessité, comme je te disais, de tout être livré sous 24 heures, ou est-ce qu'un téléphone aujourd'hui, si c'est juste l'écran ou la batterie qui ne marche pas, ou s'il a déjà été dans les mains de quelqu'un et qu'il est bien retouché, bien repréparé derrière avec une garantie, c'est ce que fait par exemple Back Market. Ouais. Mais voilà, pour citer aussi d'autres, de plus en plus de marques, les marketplaces proposent ça. Donc c'est vraiment, je dirais, un peu les challenges, mais aussi une idée de business model de ce qu'on peut proposer à terme. Bon, bah écoute, je pense que tu as répondu à cette question. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses à voir. Donc merci beaucoup Amel Kozevich. Je te rappelle que tu es Sales Manager chez Spring. Et puis merci pour tes conseils d'expert pour cette émission. C'était une toute nouvelle émission. En plus, c'était le premier épisode, donc ravi de t'avoir eu avec moi. C'était le journal du e-commerce. Voilà, c'était, comme je le disais, le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis, à dire s'il y avait des choses que vous auriez aimé entendre en plus de ce qu'on a dit, mais je pense qu'on a été assez complet sur ce premier épisode. Voilà, je rappelle, c'était la livraison et notamment à l'international. Voilà, on en a terminé et on se dit à très bientôt, voilà, pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.